Alors, je vais donc parler plus précisément de notre action avec le groupe Massillon, sachant que, bien entendu, c'est une expérience qui peut être étendue à plein d'établissements. Hein. La différence, elle se trouve partout. Alors, ce qu'il y a de spécial dans cette école, c'est que vous avez non seulement un cursus classique, mais ce cursus classique étant adossé à une école internationale, l'anglais est intégré directement en première année, qu'on peut faire des sections européennes et que par ailleurs, on peut faire des sections bilingues anglais-allemand et même apprendre le chinois. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine ouverture de l'ensemble du corps enseignant à cette... à toutes ces possibilités, qui est sûrement aussi liée au fait que le groupe Michelin, c'est quand même un groupe international. Alors, quelle a été notre action? Très simplement, d'essayer de mettre tout le monde en synergie. C'est-à-dire, à la fois l'équipe enseignante, où il y avait 24 enseignantes du primaire, plus une personne qui était considérée comme faisant l'interface avec les parents et les enfants plus doués. Ensuite, on a accompagné aussi la directrice de l'école primaire et le directeur du groupe Massillon pour essayer de voir de les aider à voir comment mettre en place et mettre dans la même mouvance l'ensemble des enseignants, des parents, de tous et des hiérarchies, parce que c'est pas forcément évident d'arriver à faire un projet d'établissement qui s'appelle « Apprivoiser les différences en focalisant sur les enfants surdoués ». Il y a eu également un groupe de parole parents qui a permis à tous les parents d'échanger à la fois sur leur expérience, sur leurs recherches, sur leurs difficultés. C'était la première fois qu'ils pouvaient se rencontrer. L'ensemble de tous ces acteurs ont permis d'envoyer dans un comité commun les conclusions de chacun des travaux faits en commission de manière à pouvoir créer un vrai projet avec une vision partagée, avec une véritable alliance entre les acteurs, tous les acteurs, et ensuite qui arrive à des choses extrêmement concrètes. Notre rôle à nous, ça a été d'une part à Claire de faire un transfert de compétences par rapport à ce que c'est qu'un surdoué et comment on peut aider. Et moi, mon rôle, c'était d'accompagner le projet, puisque j'ai accompagné de gros projets à l'international, donc c'est quelque chose que je connaissais bien. Alors, le résultat qu'on a eu, c'est à la fois des résultats court terme qui ont permis d'abord que tout le monde partage un peu qu'est-ce que c'est qu'un surdoué. Ensuite, de lancer un vrai projet d'établissement et de faire des propositions concrètes. Alors, au niveau des propositions concrètes, déjà, il y a eu une personne ressource qui a été identifiée pour faire vraiment être le point d'échange entre la plaque tournante, entre les parents, les enseignants, la directrice. Ensuite, on a mis en place des repérages, dépistages des enfants atypiques et en établissant une fiche individualisée par élève qui permettait qu'on ne réinvente pas la roue à chaque changement de classe. Et puis, il y a eu un certain nombre d'innovations en utilisant les leviers du changement que sont certains enseignants. Et dans les enseignants, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était surdoué, donc qui comprenait particulièrement bien la problématique, et donc qui a permis de faire un certain nombre d'expériences du style des pédagogies à thème pour les CM1 et CM2 pour que c'est plus d'intérêt pour eux, plus de sens, des séquences pédagogiques avec des niveaux différents de difficulté, des méthodes plus kinesthésistes au moment du passage en grande section. Bon, voilà en gros, et des créations d'ateliers, un SAS avec des tuteurs individuels pour les enfants EHP qui permettaient à ce moment-là de faire un SAS d'échange, d'écoute et aussi de transcodage entre ce qu'on demandait à ces enfants et ce qu'ils en comprenaient, de manière à permettre ensuite de les réintégrer dans leur classe.
Voilà grosso modo. Et puis, à terme, l'idée, c'est de faire un pôle relais information-médiation qui permette d'éviter que chaque parent aille à la pêche des experts, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver les bons relais. Alors, l'autre acteur important en dehors de l'école pour l'enfant précoce, bien entendu, ce sont les parents. Et très souvent, on a des parents qui sont très désemparés parce que face à des enfants intelligents, quelquefois manipulateurs, qui réclament toujours plus d'autonomie, alors que très souvent, ils ont autant de besoin de cadrage que d'autonomie pour ne pas être submergés par l'angoisse, les parents se trouvent désemparés. D'ailleurs, c'est ce que raconte l'inspecteur d'éducation nationale, Jean-Marc Louis. Il dit que les enfants précoces ne sont pas surdoués. Près de la moitié d'entre eux redoublent au moins une classe. 33% sont en situation d'échec scolaire. La précocité n'est pas un privilège, c'est un problème. Donc, l'idée, c'est que, en s'intéressant aux parents, on s'intéresse aussi aux enfants. Parce que dès lors que dans un système, il y a une modification d'une des relations, le reste du système s'adapte. Par ailleurs, en croisant les regards des deux parents, ça permet d'avoir une meilleure approche de la réalité ultime de l'enfant. Enfin, l'idée de prendre en compte les spécificités de chaque enfant, les spécificités qui sont la grande intelligence, l'exigence de sens, les questions existentielles, etc., qui sont quelquefois communes, mais qui s'appuient aussi sur des spécificités particulières de l'enfant. À partir de toutes ces donnes, on va créer un scénario que les parents vont coélaborer et proposer à l'enfant pour sortir de l'impasse. Alors, les questions qui vont se poser, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle une vision mère-enfant, c'est-à-dire demander à la mère, puis ensuite au père, mais de manière séparée, quelle est ma perception de mon enfant par rapport à mon environnement familial, à mon environnement scolaire, quelles sont mes relations avec lui, en quoi l'enfant me ressemble, etc. Comment est-ce que je réagis par rapport à lui et quelles sont les voies de solution, quels sont les scénarios que j'imaginerai. Et ensuite, on va demander aux parents de mettre en commun cette vision de l'enfant, de croiser leurs regards, parce que leurs regards ne sont pas forcément complètement cohérents, et d'établir un scénario viable à proposer à l'enfant. En même temps, le fait pour chacun des parents d'écouter l'autre, de reformuler l'autre, c'est une manière aussi d'apprendre à parler à ses propres enfants. Alors, pour que ça soit un peu plus concret, je vais prendre l'exemple de Julie. Donc, Julie a 10 ans et demi. Quand on la rencontre, elle est en 6e. Elle est l'aînée d'une famille de 2. Alors, elle n'est pas tout à fait gâtée sur le plan physique parce qu'elle a un énorme strabisme et elle a donc des lunettes énormes. Et ses parents l'ont mis dans une école Montessori parce que alors l'école publique, ça n'allait pas du tout. Et en fait, les parents sont au bout du rouleau, surtout la mère, parce que Julie négocie tout, discute tout, n'accepte jamais de faire les choses de manière simple. Donc, Julie, vue par sa maman, ça devient... donc elle est précoce et dès le CP, mais Julie parle tout le temps sans jamais rien exprimer d'essentiel. Elle veut être le centre du monde, intelligente et complexe, elle a besoin de beaucoup d'amour mais ne fait jamais de câlins. Elle n'est jamais là où on l'attend et tout est sujet à discussion sans fin, qu'il s'agisse de s'habiller, de l'hygiène, de partir à l'heure, de faire ses devoirs. Et la maman de dire « je me sens très frustrée du manque de communication avec ma fille et je n'en peux plus ». Alors, Julie, vue par son papa, c'est tout est compliqué et nécessite beaucoup de négociations, surtout pour ne pas faire ses devoirs. Or, comme elle vient de sauter une classe, je ne vois pas comment elle va réussir. Il n'y a qu'en théâtre, piano et natation que les choses se passent bien, encore que, et là on voit bien comment Julie réagit, elle invente lors d'une compétition de natation un autre type de nage pour arriver bonne dernière et se faire remarquer tout en échappant aux règles imposées. Et avec son père, Julie a une bonne complicité, mais celui-ci n'arrive pas à asseoir son autorité. Alors, en croisant les regards, les parents vont s'apercevoir que finalement, ils délivrent à Julie
un message tout à fait paradoxal. La maman va dire « Je ne supporte pas ma fille parce qu'au fond, je ne me supporte pas moi-même et que ma fille me ressemble. » Et le papa va dire « J'ai peur que ma fille, faute de travail, fasse la même erreur que moi et s'arrête au bac, ce qui serait un beau gâchis vu ses possibilités. » Et donc, les parents vont se rendre compte d'abord que la sortie de crise, ça passe sur un travail sur eux-mêmes. La maman pour exister, le papa pour être peut-être davantage là à la maison, et pour moins focaliser sur l'avenir, elle est qu'en 6e, on peut peut-être attendre avant de voir ce qui va se passer après le bac, et d'être là avec elle et de l'écouter. Et finalement, le contrat avec Julie, ça va déboucher sur des spécificités de Julie, c'est-à-dire prendre en compte sa grande intelligence, son besoin de savoir, ses refus des oukases et de la concurrence, son besoin de reconnaissance et d'autonomie, parce qu'au final, Julie parle tout le temps pour marquer son terrain. Mais, in fine, elle a vraiment une difficulté physique dans son être au monde, certainement à cause de son strabisme, et parce qu'elle a peur de rentrer en contact physique avec des câlins, etc. Alors, les parents vont émettre finalement que le scénario qui pourrait aller à Julie, c'est un règlement intérieur coélaboré qui va être fait avec les 4 membres de la famille autour des valeurs. Donc les valeurs vont être posées, la non-violence va être posée, et puis ils vont instaurer une culture du parler vrai, avec une foire au ressenti, aux attentes, aux apports, et quelquefois, pour combler le besoin de sens de Julie, de faire des recherches sur Internet. Par exemple, au lieu de dire « Julie, va te laver les dents », c'est « pourquoi c'est important de se laver les dents ? Parce que si j'ai des caries, voilà. » Et Julie va trouver quelque chose qui répond à son besoin de compréhension, et progressivement, les choses vont se mettre en place. Alors, ces histoires de challenge, ça peut porter sur des choses très différentes, des choses classiques qui sont le style jeu vidéo, mais des choses un peu moins classiques qui sont, écoute, je pense que ça serait bien que tu partes une année à l'étranger, et encore moins classiques dans une famille extrêmement bourgeoise pour qui faire du foot c'est bien, mais alors en faire une profession c'est pas pensable. Eh bien, le scénario va porter sur si toi tu y mets du tien, de notre côté, nous ferons l'effort de t'inscrire au club junior du Paris Saint-Germain. La carotte. Ce n'est pas une carotte. Ce n'est pas une négociation, c'est une coélaboration d'un contrat où on peut gagner, où l'enfant, le jeune, va pouvoir gagner beaucoup et perdre beaucoup. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, ça n'intéressera pas le jeune. Il ne va se bouger que s'il y a un véritable enjeu. Et il ne faut pas craindre de mettre des enjeux où on perd beaucoup. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je vais laisser Claire conclure pour dire que finalement, ces enfants intellectuellement précoces et dont on commence un peu à faire cas, eh bien, ils ont, à notre avis, un rôle essentiel à jouer parce que dans la mondialisation telle qu'elle se présente, avec sa complexité, eh bien, les enfants intellectuellement précoces ont vraiment toutes les qualités qui vont permettre de faire face à ce monde qui se met en place.